monde. Donc, je vais essayer de faire un talk un peu condensé, histoire de laisser de la place justement pour des questions, puisque c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, notamment avec les derniers scandales qu'on a pu voir dans la presse. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'importance de bien maîtriser, de bien sécuriser la collecte des données que vous allez faire, notamment sur mobile, qu'elles soient à des fins d'analytics, à des fins de monétisation, ou encore simplement la collecte de données qui sont nécessaires à l'accomplissement du métier que votre application est censée faire. Donc, je m'appelle Esther, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Et donc, je présente ce talk pour l'association Exodus Privacy, dont je suis la fondatrice et présidente. Donc, pour ma part, moi, je suis experte en systèmes embarqués et ingénierie inverse. Donc, moi, je me focalise plus sur l'écosystème IoT, c'est-à-dire tous ces petits équipements électroniques qui vont se connecter à Internet, et l'interaction qu'ils vont pouvoir avoir avec, bien souvent, l'application mobile compagnonne de ce type d'équipement. Et en termes d'ingénierie inverse, moi, je me focalise plus sur la rétro-ingénierie des protocoles binaires, des formats binaires, protocoles de communication, etc. Et donc, Exodus Privacy est une association loi 1901 déclarée à Nantes qui développe depuis quelques mois maintenant une plateforme appelée Exodus. Donc, la plateforme Exodus que nous développons s'attache à la détection par analyse statique des pisteurs qui vont être embarqués dans les applications Android. Donc, ce que nous appelons un pisteur, c'est un petit morceau de logiciel qui va être en charge de collecter de la donnée pour divers fins. Donc, nos premiers travaux ont été rendus publics le 24 novembre 2017, donc c'est assez récent. Aujourd'hui, nous avons identifié, nous sommes à même de détecter la présence de 135 pisteurs différents. Nous avons actuellement analysé plus de 10 000 applications uniquement Android, ce qui nous a valu une couverture médiatique assez importante, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 8 000 articles de presse dans plus de 20 langues. Et la plateforme Exodus est également utilisée par le LINC, qui est le laboratoire d'innovation de la CNIL, qui nous avait reçus d'ailleurs à ce propos le 14 février de cette année, en début d'année. Nous avons deux partenaires, dont un historique qui est le Yale Privacy Lab. C'est le laboratoire plutôt teinté juridique qui analyse les implications sur la vie privée et sur l'intimité des nouvelles technologies. Donc, c'est un laboratoire qui est principalement composé de juristes et d'avocats spécialisés en droit américain, droits internationaux, etc. Notre deuxième partenaire, qui est F-Droid, c'est un store alternatif qui ne propose au téléchargement que des applications Android open source. Et nous avons 4 sponsors. La Quadrature du Net qui nous soutient sur les aspects juridiques. Nous avons Gandhi qui héberge notre infrastructure serveur. Quant qui nous soutient activement sur le plan financier, tout comme Codeurs en Liberté. Donc, les rapports Exodus, ça ressemble à ça. C'est une page web que vous pouvez consulter librement sur Internet qui va lister les différents pisteurs qu'on a identifiés dans l'application, les différentes permissions qui sont présentes dedans, avec une qualification dangerous, normal. Et en fait, cette qualification, c'est celle qui est définie par Google. Donc là, par exemple, vous avez le rapport de l'application du Web Today. Donc, ce qui est intéressant pour beaucoup de monde, que ce soit les entreprises, mais aussi les particuliers, ça va être de savoir qu'est-ce qui compose une application, afin de savoir si mon enfant ne va pas se retrouver traqué pour rien, etc., etc. Donc, on va revenir un petit peu maintenant sur les fondamentaux. Comment est-ce qu'on crée une application mobile? Donc, aujourd'hui, pour construire une application mobile, on va développer ce qu'on appelle une code base, donc une base de code qui va représenter le métier que l'application va faire, puis des assets, donc des images, des sons, des animations, etc. Sur cette code base, on va venir poser dessus ou en dessous, suivant comment on développe, des SDK, des Software Development Kits, donc par exemple ceux de Facebook pour faire du Facebook Connect ou du Facebook Analytics, du Google, etc. Et donc ces différents SDK vont collecter des données
pour leur propre fonctionnement et les envoyer directement sur les serveurs de Facebook ou de Google. Alors, des SDK, il en existe de plein de sortes différents. Donc, on va avoir des SDK pour faciliter le métier de l'UI ou de l'UX, se connecter à des serveurs, à des services cloud, faire de l'animation, de la 3D, assurer des communications réseau, manipuler des images. On va aussi avoir des pisteurs qui vont être spécialisés dans la notification de crash ou encore pour afficher de la publicité, faire du tracking, du profilage, de l'analyse comportementale, du stockage de données et encore bien d'autres choses. Donc, chez Exodus Privacy, nous, on se focalise sur la deuxième colonne, ceux qui collectent des données potentiellement personnelles ou à caractère personnel. Alors, pourquoi les SDK existent ? Eh bien, déjà, il faut comprendre qu'un SDK, c'est une bibliothèque qui est spécifique et indépendante du métier que vous allez faire avec. C'est prévu pour être très facilement intégrable dans vos applications, etc. Et ça offre du coup une délégation de maintenance, c'est-à-dire que le métier qui est censé faire le SDK, ce n'est pas à vous de le maintenir, ce n'est pas à vous de corriger les bugs, etc. Et bien souvent, l'intégration de ce type de SDK, c'est le passage obligé vers la monétisation. Par exemple, monétiser avec Google Ads et bien d'autres. Mais l'un des inconvénients aussi, c'est que ces SDK sont des boîtes noires. Certains sont open source, certains ne le sont pas. Et c'est assez difficile véritablement de savoir ce qu'ils font. Donc, les SDK sont massivement utilisés. Pourquoi ? Parce que ça permet de réduire les coûts de développement. Ben oui. Parce que mon équipe de développement ne va pas avoir besoin de développer toute la partie monétisation, puisque Google me fournit déjà toute la brique nécessaire. Donc, j'ai fait une rapide recherche sur GitHub. Donc, il y a à peu près 8500 SDK Android disponibles open source sur GitHub. Alors maintenant, quels sont les bibliothécaires, et notamment ceux sur lesquels Exodus Privacy se focalise. Donc là, vous avez la répartition du top des bibliothécaires qu'on va retrouver dans les applications Android. Donc on va retrouver dans le haut de la liste du Google, ensuite Facebook, ensuite Yahoo, Twitter et puis bien d'autres. Voilà. Et le pourcentage est calculé sur 10 000 applications analysées. Alors, tout cet écosystème de SDK présente de gros problèmes. C'est que parfois, le comportement des SDK se trouve détourné, sans forcément le vouloir, par une simple introduction d'une faille de sécurité qui paraissait anodine et qui est passée totalement sous le radar, ou de façon volontaire. Et donc, par exemple, dans la presse, on peut voir que le SDK Android de Baidu introduisait une backdoor, une porte dérobée qui permettait d'aller détourner des données, détourner des usages. On a Injexing qui est un réseau de publicité qui, pareil, présentait des failles de sécurité qui mettaient l'intimité des utilisatrices et utilisateurs en danger. Ou encore un SDK qui finalement contenait un malware et qui du coup a impacté un grand nombre d'applications Android, voire même, dans le dernier encart, un trojan, donc un cheval de Troie, qui a été introduit dans un SDK ou dans une dépendance d'un SDK qui permet de prendre le contrôle à distance d'un mobile. Alors ces SDK, c'est eux aussi qui vont permettre ce qui a fait grand bruit dans la presse, c'est-à-dire les shadow profiles de Facebook. Donc, un shadow profile, c'est un profil Facebook qui n'est rattaché à aucune personne physique, ou plutôt, un profil Facebook qui n'a pas été créé à l'initiative d'une personne. C'est un profil qui a été créé automatiquement. Et du coup, lorsque vous intégrez le SDK de Facebook, encore à l'heure actuelle, il va, sans même que la personne utilisatrice de votre application se soit connectée avec son compte, collecter des données et créer un profil fantôme qui va contenir différentes données à propos des usages du téléphone, etc., de cette personne. Alors, c'est un slide un peu compliqué, mais un shadow profile, ça ressemble à quoi ? Eh bien, quand on regarde la communication entre une application et le serveur Facebook, qui là, en l'occurrence, c'est graph.facebook.com, eh bien, on voit que Facebook, donc c'est le deuxième encart gris, a collecté tout un tas de données.
notamment les paramètres du téléphone, l'Advertiser ID de Android, etc. Et puis, la personne qui a développé l'application, conçu l'application, a décidé d'utiliser Facebook pour stocker des données métiers de son application. Et donc là, en l'occurrence, c'est une application de suivi de grossesse, suivi d'allaitement. Et vous allez retrouver surligné en jaune le prénom de l'enfant, son genre, est-ce qu'il a été allaité au sein ou au biberon, etc. etc. Ça, ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. Donc, si on regarde, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on élargit le champ autour de notre application, eh bien, on a une personne utilisatrice qui va interagir avec l'application, rentrer des informations, etc. Ces informations vont être collectées par Google, Facebook et autres. Il n'y a pas que, il y en a plus, qui va permettre notamment de monétiser cette application, mais aussi de stocker de la donnée. Alors, si on regarde un cas qui est assez récent, le cas Grindr, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est que l'application Grindr utilise un très grand nombre de SDK de monétisation. Et vous allez retrouver dans la première colonne le type de données qui a été collecté. Dans la deuxième colonne, les SDK qui ont reçu cette donnée, sans que le canal de communication soit sécurisé. Donc, imaginez, vous donnez votre code de carte bleue sur un site de vente en ligne qui n'est pas sécurisé. On parle de la même chose. Et la troisième colonne, ce sont les SDK qui ont collecté et envoyé à leur serveur associé cette donnée, mais cette fois sur un canal sécurisé. Donc, on va retrouver plein de choses. On va retrouver le genre, la position GPS, on va retrouver le statut VIH, on va retrouver l'âge, on va retrouver plein d'informations. Et donc, ça, c'est son écosystème technique. Et si on regarde ce que ça donne, du coup, dans la presse ensuite, eh bien, suite à ces révélations-là, eh bien, Grindr est sous le joug d'une plainte en Europe pour le partage de données. Donc voilà, le Parisien qui titre « Grindr, l'appli de rencontre gay accusé d'avoir autorisé l'accès à des données privées ». Et oui, le statut VIH, c'est plus qu'une donnée privée, c'est une donnée de santé. Donc, on en arrive au risque associé de ce manque de maîtrise, ou alors de cette gourmandise de vouloir trop monétiser, trop partager d'informations, etc. Eh bien, comme on l'a vu, il y a des SDK qui sont malveillants, et on a aussi des SDK qui ne sont pas forcément malveillants, mais dont on n'a pas réussi à caractériser le comportement lorsqu'on les a intégrés. Et donc, une violation, que ce soit la violation des données ou la violation des usages, eh bien, la cible privilégiée, entre guillemets, ou la cible la plus fragile en termes de violation, ça va être notamment les startups, parce que structurellement, techniquement ou financièrement, elles sont faibles parce qu'elles n'ont pas les capacités techniques, capacités d'ingénierie d'un grand groupe ou ce genre de choses. Et donc, une violation induit à des détournements d'usage, détournement de données, ce qui, par effet d'avalanche, engendre potentiellement des scandales, des procès, des amendes, etc. Donc, sur la partie droite, vous avez un camembert qui représente le nombre de personnes utilisatrices d'un site ou d'une application qui ont été victimes d'une fuite de données volontaire ou involontaire. Eh bien, donc, sur le panel qui a été audité lors de cette étude, 62% des personnes qui utilisent des sites internet ou des applications ont déjà été victimes d'une fuite de données. Et toujours sur ce panel audité, 65% ont perdu totale confiance en cette organisation. 31% ont décidé d'arrêter toute interaction avec cette entité. Et 16% de ces personnes ont vécu une fuite de données plusieurs fois. Donc ça représente quand même beaucoup de monde. Et c'est aussi pour ça que les enjeux de vie privée, de respect, du transfert des données, etc., eh bien, est une question que de plus en plus de monde se pose parce que les personnes sont de plus en plus exposées et la presse en parle de plus en plus. Alors, si on regarde maintenant les impacts business que ça va avoir,
Eh bien, d'une part, ça va engendrer directement une perte de confiance de la part des utilisateurs. Sachant qu'en plus, la CNIL peut imposer à une société qui a eu une fuite de données de l'annoncer publiquement et de l'annoncer à tout son panel d'utilisateurs. Ça peut du coup engendrer des investissements d'urgence, parce qu'il faut faire la gestion de crise, parce qu'il faut à tout prix et au plus tôt corriger les problèmes qui avaient engendré cette violation. Suivant comment la gestion de crise va être faite, ça va engendrer une mauvaise réputation, surtout si ça finit dans la presse, etc. Et ça engendre, du coup, perte de partenariat, en plus de la perte de confiance, et, dans le futur, une énorme difficulté à revenir sur le marché, tout simplement parce que votre bassin de personnes utilisatrices a perdu confiance. Et donc, ça va être très, très compliqué d'aller les recapter, d'aller les rechercher. Et donc, sur la partie droite du slide, vous voyez que la fuite de données, donc pour les professionnels interrogés, la fuite de données est dans le top 3 des violations qui ont le pire impact sur le business. Et la perte de réputation, c'est ce qui engendre le coût le plus important qui est lié à une mauvaise maîtrise de données. Ça ne va pas être de payer des avocats, etc., parce que ça va être du one-shot, mais c'est ce que ça va coûter sur la durée, le temps de recapitaliser sur le marché, etc., Donc on va essayer de voir maintenant quels sont un petit peu les leviers qu'on va avoir tout au long d'une phase d'élaboration d'une application qui va permettre de minimiser ça. Donc un petit peu de process management. Donc, c'est un process management là qui est centré sur les données, pas qui est centré sur le métier. Et donc, au début de l'élaboration d'une application ou dans un cycle itératif agile, il y a la partie legal, la partie exécutive et la partie marketing qui vont se mettre d'accord sur on a besoin de collecter certaines données, mais par contre, on a besoin de s'assurer d'une certaine qualité. Ça peut être la qualité des données, mais ça peut être aussi la qualité de la façon dont elles vont être collectées, par quel partenaire, etc., etc. Donc, une fois que la spécification de la collecte des données est établie avec un plan d'assurance qualité, la partie technique va prendre ça en input et en définir une architecture, typiquement privacy by design, etc. Et va également devoir auditer les différents SDK des différents partenaires qui ont été choisis en amont. Et vous avez une boucle rétroactive, c'est que si dès cette étape-là, des violations se retrouvent, des violations probables se trouvent identifiées, il faut revenir en arrière et rechanger la stratégie, etc. Donc une fois que l'architecture et les audits sont réalisés, l'équipe de développement, elle, va descendre encore d'un cran dans l'abstraction et faire vraiment le métier de développement pour aboutir à une pré-release de l'application. Et cette équipe de développement, si au cours de son travail détecte un défaut de sécurité, la géolocalisation qui part en clair sur le réseau, ce genre de choses, par rétroaction, va notifier le ou la CTO et dire attention, dans l'audit, on a oublié quelque chose, etc. Et repartir pour une boucle. Une fois qu'une pré-release est faite, donc il va y avoir la direction technique et la direction légale, juridique, qui vont du coup faire ce qu'on appelle quality assessment. Donc c'est justement vérifier par rapport au plan d'assurance qualité qui avait été édité au début du process, savoir si tout est bien correct, conforme, et également faire un audit. Et l'audit, on va voir après de quoi il en retourne. Donc, suivant les défauts qui sont détectés, que ce soit au niveau QA ou au niveau audit, soit on va repartir pour une boucle, donc architecture et audit des SDK, voire même on va remonter tout en amont de la chaîne et dire, voilà, concernant nos partenaires ou concernant les données que l'on souhaite collecter, nous ne sommes pas en mesure d'aboutir à une qualité sortante correcte, minimisant les risques de violation. Si tout est OK,
l'application sort du coup en release et peut être déposée sur le marché. Donc, pour la partie audit, c'est vraiment quelque chose qui est très très important et qui doit se dérouler en conditions réelles, et on va voir pourquoi. Donc un audit, ça se passe comment? On prend l'application qui a été réalisée ou qui est en phase de pré-release, on va injecter des données et on va voir lesquelles ressortent vers Internet, vers des serveurs, et identifier à qui elles partent. Et identifier celles aussi qu'on n'avait pas décidé d'envoyer à Facebook ou à quelconque autre tiers, mais qui part malgré tout. Et c'est un audit qui doit absolument se faire sur un mobile et surtout pas sur le simulateur d'Android Studio ou autre, parce que les SDK vont adopter des comportements qui vont être différents en fonction de leur environnement d'exécution. Les SDK, bien souvent, vont détecter que ça se passe sur le simulateur, alors ne vont pas faire certaines choses. C'est pareil, il faut absolument que la compilation de votre application, là je parle vraiment pour la technique, soit faite en mode release et pas en mode debug, parce qu'encore une fois, les SDK vont adapter leur comportement en fonction de l'environnement d'exécution. Et pareil, il ne faut pas que le smartphone, qui est utilisé pour faire cet audit soit routé. Il ne faut pas d'accès root, parce qu'encore une fois, ça vient modifier le cas d'usage nominal dans lequel les SDK sont prévus pour. Donc c'est vraiment très très important d'être au plus proche de l'environnement dans lequel votre application va tourner. Donc, en conclusion, j'espère que j'ai un peu de temps pour les questions après. Donc, les SDK, il faut bien comprendre qu'ils nous rendent un énorme service. Ils réduisent drastiquement le time to market, le temps qu'on va mettre à partir d'une idée et arriver sur le marché, en tout cas pour l'environnement, pour l'écosystème mobile. Mais il ne faut pas oublier que ces SDK vont aussi se servir, parce que bien souvent, ces SDK, ils sont gratuits pour les sociétés qui développent des applications. Et leur façon de se rémunérer, ça va être d'exploiter les données que vous, via votre marché, avez permis de collecter et donc d'enrichir leur base de données, leur profil, etc. Il faut savoir aussi que certains SDK embarquent d'autres SDK. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on développe une application mobile sous Unity, qui, par défaut, va embarquer un SDK publicitaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, et il faut vraiment être très très vigilant là-dessus, c'est que certains SDK ont un comportement totalement biaisé quand on est en phase de test, quand on est en mode de test, quand on est assez éloigné de l'environnement nominal dans lequel ils sont censés s'exécuter. Typiquement sur un smartphone qui vient d'être acheté, qui est tout neuf, etc. etc. Une clé, vraiment la clé de la réduction des risques, c'est aussi de considérer ces aspects sécurité comme une démarche qui doit être globale, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne de responsabilité, c'est-à-dire partir de l'équipe marketing qui a ses besoins marketing, etc., et inclure tout le monde, y compris les personnes qui font du développement, qui sont bien souvent très focalisées à faire du développement et à ne pas avoir une vision plus large ou ailleurs. Mais malgré tout, c'est extrêmement important que la démarche soit globale et que quand une personne du dev vous dit « j'ai vu quelque chose d'étrange », bien prendre en considération cette petite alarme, ce petit drapeau qui se lève, parce que ça peut cacher un énorme risque derrière. Et je le répète, seul un audit boîte noire, c'est-à-dire on prend l'application comme si on allait la déposer chez Google Play ou chez Apple, et on la teste intensivement pour vérifier que tout ce qui sort est bien conforme à ce qu'on a décidé de sortir, à ce qu'on a décidé de collecter, avec la méthode dont on a décidé que ce serait collecté. Merci beaucoup.